Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, un thème de clinique différentielle. Ne confondez pas, dissociez bien, faites bien la différence entre une dépendance affective, un trouble de dépendance affective, et une personnalité dépendante. Il y a souvent une association qui est faite entre les deux. Il y a peut-être des similitudes, néanmoins, on parle bien de deux problématiques distinctes. En soi, cette vidéo aura, j'ose l'espérer, son utilité. Elle va vous permettre de dissocier, de séparer, de scinder, de voir quelle est la différence. La personne qui souffre de dépendance affective, je rencontre énormément dans mon cabinet, ça serait plutôt un trouble dit névrotique. C'est une caractéristique. C'est un trouble bien spécifique qui a son organisation psycho-affective particulière, nous sommes d'accord, mais au-dessus de ça, ou au cœur de ça, ou la racine de ça, de ce trouble, est effectivement, en règle générale, la généralité en psy, vous savez très bien que c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais en règle générale, on est souvent dans un trouble dit névrotique. Je vous renvoie à la vidéo sur la névrose, si tant est que vous ne l'ayez pas encore vu. Elle décortique pendant 30 minutes ce qu'est la névrose. Effectivement, c'est un trouble psychique, c'est une organisation, c'est une structure. Vidéo structuraliste. Une de plus. Moi, j'ai été formé par des structuralistes, je resterai structuraliste. Il ne faut pas être enfermé dans la structure, mais il faut la prendre en considération. La névrose, c'est une structure, c'est une organisation psychique, spécifique, singulière. Nommée névrose. Le névrosé, il va présenter des troubles névrotiques. Voilà. Les plus connus, l'obsession, la phobie et les symptômes hystériques de conversion. Mais il y en a tant d'autres. Mais la ramification de ce qu'est la névrose, de l'organisation de la névrose, c'est ça. Bon. Donc là, le dépendant affectif, en règle générale, est le pur produit d'une structure névrotique. La personnalité dépendante, c'est un trouble de personnalité. Le trouble de personnalité, de manière générale, c'est une structure. Le trouble de personnalité est une structure. On en parle souvent sur cette chaîne. J'ai fait plein de vidéos sur les troubles de personnalité, borderline, personnalité narcissique, et tant d'autres encore. Il y en a 10 qui ont été recensées. Elles sont répertoriées en 3 groupes. Elles sont distinctes les unes des autres, néanmoins, tout en étant distinctes les unes des autres, elles sont sous l'égide, sous la structure, c'est une structure d'une personnalité, d'un trouble de personnalité. C'est pour moi une structure à part entière. On n'est pas tous d'accord là-dessus, les cliniciens, ça c'est une autre histoire, ça fait 150 ans que les psys, on n'est pas d'accord sur plein de trucs. Donc c'est pas tellement nouveau. Si on définit finalement le trouble de personnalité, on pourrait dire, j'aime bien la définition, on pourrait dire que c'est un mode durable de conduite qui dérive des conduites attendues habituellement. Comment ça marche en société? Le trouble, il est stable dans le temps malheureusement, c'est-à-dire qu'il est permanent, quasi permanent. Il est rigide, c'est-à-dire que c'est très difficile de le modifier. Il est envahissant, ça c'est bien le problème. La difficulté de gestion pour l'autre, elle est extrêmement complexe. Et il est répétitif, bien évidemment, et il génère de la souffrance. Le névrosé, lui, va chercher un arrangement avec sa souffrance, un exutoire, un objet transitionnel, comme on pourrait le dire. Voilà, il va s'en sortir plus ou moins avec ça. L'enfant avec son doudou et l'adulte avec son téléphone portable. Hein, on est bien d'accord, objet transitionnel chez chacun. Alors l'enfant, il est en transition, effectivement, d'attendre le retour de ses parents. L'adulte, quand il est sur son téléphone, on se demande dans quel type de transition il est. Voilà, il attend quoi? Ça reste une grande question. Le trouble de personnalité me semble présenter une structure dont elle est bien à dissocier de ce qu'est une psychose ou de ce qu'est une névrose. On se rapprocherait dans certaines pathologies, psychopathologies, des troubles de personnalité, on se rapprocherait parfois plus, pour certains, de la psychose, bien évidemment, que de la névrose. En tout cas, ce trouble de personnalité me semble présenter les caractéristiques suffisantes et nécessaires pour pouvoir déterminer il s'agit bien d'une structure à part entière, d'une organisation psychique à part entière. Les troubles, la personnalité narcissique, les pervers narcissiques, dans le langage usuel, effectivement, sont aussi une figure de proue
des troubles de personnalité. Il y a les personnalités schizoïdes, les personnalités paranoïdes, bref, il y a de quoi faire, c'est une structure très particulière, voilà, qui n'est ni de la psychose, ni de la névrose. Donc on peut considérer qu'il s'agit, cela présente, un sujet qui présente un trouble de personnalité, présente une structure spécifique, singulière, particulière, à dissocier, donc il s'agirait bien d'une structure, d'une névrose ou d'une psychose. Qu'est-ce qui caractérise le trouble de personnalité? C'est que ce sont des personnes qui vont avoir des comportements particuliers, bien évidemment, différents de ce que monsieur et madame tout le monde va présenter en règle générale comme comportement. Dans une société précise, vous savez très bien que d'une société à une autre, on n'a pas les mêmes comportements. Il y a des choses qui se font dans certaines zones géographiques du monde et qui ne se font pas dans d'autres. Des choses, des gestes, des coutumes, et ainsi de suite. Donc on parle bien de troubles qui apparaissent, de comportements qui apparaissent dans une société précise. Chacun sa société, chacun la lecture de sa société, chacun ses traditions et ses types de comportements qui vont avec la culture d'une société. Donc, quelle qu'en soit la société, ce sont des personnes, le trouble de personnalité, qui présentent des caractéristiques, des troubles, des comportements d'ailleurs particulièrement, qui sont différents du comportement des autres personnes. C'est capital de comprendre ça. Ils ont un trouble de personnalité. Leur personnalité fonctionne différemment des autres. Je vous parle de ça parce que ça me paraît toujours plus important de définir ce qu'est un trouble de personnalité par rapport à un trouble névrotique qui semble moins échapper à la pensée humaine, puisque les gens savent plus ou moins ce qu'est une névrose, ils se savent névrosés, ils savent en général de quoi ils souffrent, l'angoisse notamment aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais attention, les personnes qui ont un trouble de personnalité peuvent avoir également aussi une certaine anxiété, hein, des troubles anxieux. Donc ça, ce n'est pas à dissocier des deux, on peut retrouver des troubles et des signes communs. Vous savez très bien que c'est la multiplicité des signes qui fait qu'on arrive à déterminer et diagnostiquer les personnes, non pas sur un signe clinique ou un symptôme, c'est un ensemble de signes cliniques qui permet d'arriver à savoir un petit peu dans quelle catégorie on pourrait classer un certain nombre de personnes, du moins un sujet qu'on a face à nous. Alors, on va caractériser à chaque fois les signes, il y en a à peu près 8. Il faut que, pour qu'on puisse considérer qu'une personne souffre ou présente une psychopathologie d'une personnalité dépendante, il faut qu'on en retrouve à peu près 5 sur 8, sur les 8 que je vais décliner. Voilà, ça vous permettra de faire de la clinique différentielle et puis d'arriver à évaluer les différences entre les uns et les autres, bien évidemment. En gros, et dans les grandes largeurs, hein, je ne peux pas rentrer dans le détail, faute de temps. Et les vidéos de 30 minutes, vous pensez bien que c'est plus, pour le moment, c'est pas possible ça. Ce qui me paraît important indépendamment de ça, c'est que concernant la personnalité dépendante, qui est à bien à dissocier du dépendant affectif, qui lui est plutôt du ressort du trouble de la névrose, c'est qu'il y a un besoin excessif chez la personnalité dépendante d'être pris en charge, drivé. La personnalité dépendante a un mal fou à prendre des décisions. De tout ordre, de tout type et de tout ordre. Voilà. La personne qui a une dépendance affective, donc plutôt névrosée en général, elle peut prendre des décisions. Dans sa vie, plutôt personnelle, les décisions affectives sont un peu plus complexes, elles sont très tournées vers l'autre. Mais néanmoins, cette personne-là jouit d'une autonomie de décision, et elle sait, effectivement, qu'elle peut agencer son plan de carrière, ses études et ainsi de suite. Voilà. Le seul souci qu'elle va rencontrer n'est pas dans toutes les dimensions de sa vie, c'est surtout dans le rapport à l'autre. Alors que la personnalité dépendante, c'est tous les univers quasiment qui vont être affectés ou qui risquent d'être affectés par ça. C'est non seulement la relation avec son partenaire, mais c'est surtout effectivement toutes décisions qui lui sont stricto sensu personnelles. Voilà une des différences entre les deux. On en a 8 à faire, je sais pas comment on va faire. La personnalité dépendante, elle a du mal à assumer les choses et à être responsable. C'est pour ça que la présence de quelqu'un, en règle générale, la rassure. Parce que comme ça, elle n'a pas à assumer, à endosser les responsabilités et à assumer un acte. C'est l'autre. C'est-à-dire que finalement, c'est quelqu'un qui, je veux que tu sois mon allié, mais qui n'est pas toujours un allié en elle-même, puisque c'est quelqu'un qui ne décide pas grand-chose. Donc l'autre peut toujours estimer que non seulement tu me colles, mais en plus, tu n'as pas d'esprit décisionnaire, tu ne nous aides pas dans les conflits qu'on peut rencontrer parfois, ou dans des situations dans lesquelles on peut être. Et ça,
ça va créer un déséquilibre, et avec effectivement les risques que ça peut générer par la suite, et notamment des ruptures et des séparations. Une personne qui souffre de ce trouble de dépendance affective, plutôt névrosée, donc pas un trouble de personnalité, elle, à la limite, elle est assez responsable dans ses actes, et elle va dire oui, j'ai fait ça par amour, j'ai fait ça parce que j'ai eu peur, elle est capable de justifier le pourquoi elle a agi de telle ou telle manière. Ce qui est déjà un pas assez considérable. C'est pas la même structure, c'est pas la même logique, c'est peut-être les mêmes peurs, c'est peut-être les mêmes angoisses, mais leur modalité de fonctionnement et d'esprit de décision et de mise en acte des choses et de responsabilité, de reconnaître leurs torts, peut-être un peu trop finalement, endossent ces personnes-là trop de choses, alors que c'est peut-être pas à elles, ces personnes-là, au sens clinique du terme, d'endosser ce genre de choses. Donc voilà une autre différence. La personnalité dépendante, ce trouble de personnalité, ne parvient pas en général à défendre son point de vue, son avis, et a fortiori son désaccord. Une personne souffrant du trouble de dépendance affective, donc névrosée plutôt, effectivement, elle va dire qu'elle n'est pas d'accord. Voilà, elle va clamer son incompréhension, son désaccord. Enfin, clamer, façon de parler. Voilà, à pester, pleurer, à argumenter, peu importe, la personne va défendre, montrer qu'elle n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas abonder dans le sens de son interlocuteur, mais en tout cas, elle va montrer son désaccord. Énorme différence entre les deux. C'est bien une vidéo de clinique différentielle. L'immense différence aussi, quatrième point, je vais essayer de caser les 8, c'est que la personnalité dépendante, trouble de personnalité, va avoir un mal fou à faire les choses seule, alors qu'une, au sens affectif, mais dans sa vie personnelle, on l'a dit, je crois, tout à l'heure, dans les grandes lignes, une personne qui souffre de troubles de dépendance affective, un trouble, mais non pas une structure, eh bien, aura une bonne capacité, pas pour le tout bien sûr, mais une bonne capacité d'autonomie et peut concevoir de faire des choses seule. Elle préférera cette personne-là, une personne, hein, pas une femme, hein, une personne, de manière générale, pas de genre, on est d'accord. Elle préférera faire les choses avec quelqu'un, comme beaucoup de gens, mais si elle est seule, cette personne-là, ou ce sujet-là, il les fera seul, ou elle les fera seule. Avec le chéri, c'est une autre affaire, mais il y a une certaine autonomie dans sa vie personnelle. Cinquième point, chez la personnalité dépendante, il y a besoin d'un appui, d'un soutien quasi permanent face à tout ce que la personne dépendante rencontre, présente, voilà, toutes les situations, bon nombre de situations. C'est souvent, hein, c'est le cinquième point, il en faut 5 sur 8, hein, on est d'accord, la liste des 8 elle arrive, on est au cinquième. Il n'y a pas d'ordre, mais bon, ils sont souvent déclinés comme ça, et notamment dans le DSM. Donc voilà, alors qu'une personne souffrant de dépendance affective, c'est un trouble assez considérable, hein, c'est une souffrance. Hein. Je suis pas en train de dire il y en a un qui vit le cauchemar et l'autre c'est le paradis. Alors pas du tout. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. Les deux sont en souffrance, mais avec deux structures et deux mécaniques fondamentalement différentes. Donc elle va pas forcément avoir besoin de l'appui et du soutien des gens, celle qui souffre d'un trouble de dépendance affective, pour lancer, mettre en œuvre un certain nombre de choses. Autre point de divergence, de différence notoire. Capital de faire cette vidéo et d'arriver à dissocier ces deux éléments que les gens associent à tort, mais faute de connaissances techniques, si je puis dire. Sixième point, très important, chez la personnalité dépendante, il y a une difficulté à imaginer, à envisager qu'elle est capable de se débrouiller seule, par ses propres moyens. Alors que la personne qui souffre de dépendance affective, donc plutôt sujet névrosé en règle générale, attention aux généralités en psy, c'est une personne qui est tout à fait capable d'envisager qu'elle est capable, qu'elle est très autonome. Elle est d'ailleurs très autonome dans sa vie, en général plutôt personnelle. C'est des généralités les amis, hein, on est d'accord. Mais à la limite, c'est surtout au niveau affectif que ça va poser problème. Mais dans sa vie personnelle, énorme différence avec le trouble de personnalité, c'est qu'elle va pouvoir sentir qu'elle est capable de bien gérer les choses. En général, vous avez des gens qui sont des entrepreneurs, souffrant certes de troubles de dépendance affective, mais entrepreneurs, bons gestionnaires, formidables gestionnaires, au poste parfois dans la société, mais néanmoins ayant ce trouble de dépendance affective. En tout cas, bons gestionnaires, capables largement, plutôt deux fois qu'une, de se débrouiller tout seul. Sixième point. Septième point, ils sont assez proches là sur le coup, c'est quand il y a une rupture en général, ou quand il va y avoir une rupture, la personnalité dépendante, elle va automatiquement chercher un pansement. Hein, voilà, une relation de pansement ou quelqu'un qui va lui permettre effectivement de ne pas se retrouver dans le vide. Voilà, le sujet névrosé souffrant de troubles oh là là, c'est compliqué. Le sujet névrosé souffrant lui-même de ce trouble de dépendance affective, très difficile à dire, voilà, pour ne pas s'en mêler, surtout très difficile de ne pas s'en mêler, ne cherchera pas
automatiquement chercher un pansement. 8e point, la personnalité dépendante souffre d'un trouble abandonnique, la peur d'être abandonnée, de se retrouver seule. Évidemment, la personne plutôt névrosée, souffrant d'une dépendance affective, risque, elle aussi également, là il y a vraiment une caractéristique relativement commune, il y a cette peur de l'abandon, peut-être moindre, cette peur de se retrouver seul bien sûr moindre, alors non pas au sens affectif les deux, mais tant l'un quand il est abandonné, c'est toute sa vie qui est abandonnée, il n'y a plus rien à faire puisqu'il ne se sent pas capable de faire quoi que ce soit, alors que l'autre effectivement, bon an mal an, la souffrance affective sera terrible, la dépendance affective fait que la souffrance sera terrible, mais néanmoins la personne ira quand même au travail, utilisera le travail pour effectivement ne pas s'effondrer, sortira avec des amis, essaiera de s'occuper l'esprit, bon an mal an, le temps jouera plus ou moins pour elle, ainsi de suite, fera forcément des erreurs relationnelles, des histoires de reconquête pas possibles, bref, et ainsi de suite, ça c'est autre chose, mais la modalité, la peur de l'abandon est chez les deux, mais pas exactement pour les mêmes raisons, de manière affective, oui c'est une certitude, mais après, effectivement, de manière sociale, sociétale, il y a déjà une petite différence entre les deux, mais là c'est assez proche, effectivement. Ça me paraissait très important de vous faire un petit retour sur ce point de vue-là. Ça m'est venu, là, dans mes réflexions, je cherchais une idée, des idées, et puis ça m'est venu, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, pas mal de gens peuvent faire la différence, ou font parfois la différence, ou j'entends des gens faire des liens, des personnes faire des liens alors qu'il n'y en a pas, ou du moins pas à ce degré-là, donc je me suis dit, oula, ça se dit ceci, ça se décortique, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de clinique, je me suis dit, oh là, ça c'est l'heure de la clinique a sonné, n'est-ce pas? Prenez tous un immense soin de vous, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, je lirai avec précaution vos commentaires, merci de votre investissement sur cette chaîne, merci d'apprécier mes rendus, hein, si je puis dire, mes petites capsules, voilà comme les appellent certains, à très bientôt chers amis, je penserai à vous, à très bientôt.